La marine américaine révèle une arme révolutionnaire qui change tout. Voici pourquoi c'est important. Quelque chose est resté sur le pont d'un porte-avions de la marine américaine pendant 3 semaines. Aucune inscription, aucune signalisation. L'équipage passait devant chaque jour sans y prêter attention. Puis, un matin, 48 drones ennemis sont arrivés et ce conteneur maritime sans marquage les a tous arrêtés. Mais aucun missile n'a été tiré, aucune fusée éclairante, aucune fumée. Seulement le silence et des éclaboussures. Voici la question que personne ne pose encore. Si cette arme existe déjà, qu'est-ce qui existe déjà ailleurs sans que nous le sachions ? Ce n'était qu'un autre matin en mer. L'USS George H.W. Bush, l'un des navires de guerre les plus puissants jamais construits, avançait régulièrement dans le golfe d'Oman. La mer était calme, le ciel était dégagé, l'équipage effectuait une patrouille de présence de routine, rien d'inhabituel, rien d'alarmant. Puis le radar s'est illuminé. À exactement 6h10 à 7 du matin, les capteurs à bord du porte-avions ont détecté 48 contacts entrants. Des drones iraniens Shahed, tous fonçant vers le navire depuis le sud-ouest. Le drone de tête était déjà à 12 km, se déplaçait à 185 km à l'heure et transportait 50 kg d'explosifs puissants dans son nez, assez pour déchirer un blindage d'acier et tuer des marins. Dans n'importe quel autre engagement, cela aurait déclenché une réponse immédiate par missile, l'équipage aurait utilisé ses intercepteurs, les cellules auraient tiré, le ciel se serait rempli de traînées de fumée et de détonations. Mais quelque chose était différent ce matin-là. 3 semaines plus tôt, un simple conteneur maritime avait été amené à bord du Bush et boulonné au pont d'envol. Aucune inscription sur le côté, aucune signalisation officielle, aucune explication donnée à l'équipage général. Les travailleurs de pont l'avaient contourné, ils étaient passés devant, ils l'avaient complètement ignoré, comme on ignore un meuble qui a toujours été dans la pièce. Un conteneur était sur le point de tout changer. Sans avertissement visible, le toit du conteneur s'est ouvert en glissant sur des rails hydrauliques. Un directeur de faisceau s'est lentement élevé de l'intérieur, monté sur une plateforme stabilisée. Ses optiques se sont orientées vers l'horizon sud-ouest. Aucun missile lancé, aucun éclair de bouche, aucun son identifiable pour quiconque se trouvait sur le pont. 2 secondes ont passé, puis le drone est simplement tombé du ciel. Aucune explosion, aucune boule de feu, seulement une petite forme noire, basculant silencieusement dans le golfe d'Oman en contrebas. Le directeur de faisceau a pivoté de 10 degrés, a verrouillé de nouveau, puis a maintenu. 12 secondes plus tard, une deuxième éclaboussure, puis une troisième, puis une quatrième. L'arme dans ce conteneur s'appelle Locust, un système d'armes laser à énergie dirigé, développé par une entreprise appelée Aérovironnement et testé à bord du Bush pour la toute première fois en octobre 2025. Ce que l'équipage voyait sur ce pont d'envol était sa toute première utilisation dans un véritable engagement de combat contre une menace qui essayait réellement de détruire leur navire. Et cela fonctionnait. Le système Locust fonctionne à un niveau de puissance d'environ 20 à 35 kW. Pour comprendre simplement ce que cela signifie, un four à micro-ondes domestique moyen fonctionne à environ 1 kW. Locust équivaut à 30 micro-ondes, tous concentrés sur un seul point de la taille d'une pièce de 2500. Contre le corps léger en fibre de verre d'un drone Shahed, cette chaleur concentrée brise la structure de l'aile en seulement 2 à 4 secondes. L'aile cède, le drone perd sa portance et il tombe. Ce qui rend Locust remarquable, c'est pas seulement ce qu'il fait, c'est aussi la façon dont il a été installé. Normalement, ajouter un nouveau système d'armes à un navire de guerre signifie des mois en cale sèche. Cela signifie des contrats de chantier naval valant des centaines de millions de dollars. Cela signifie découper la coque, refaire le câblage de systèmes entiers et attendre des années avant que l'arme ne tire son premier coup. Le Bush ne doit pas subir ce type de remise à niveau avant le début des années 2030. La Navy ne pouvait pas attendre aussi longtemps. Alors ces ingénieurs ont trouvé une méthode entièrement différente. Ils ont boulonné le conteneur au pont avec les mêmes chaînes qui maintiennent les avions de chasse en place pendant les tempêtes. Ils ont tiré un seul câble d'alimentation depuis un panneau de distribution existant jusque dans le côté du boîtier. L'installation complète a pris moins de temps qu'une rénovation de cuisine standard.
Et juste comme ça, une arme de pointe à énergie dirigée était opérationnelle à bord de l'un des porte-avions les plus importants des États-Unis. De retour sur le pont d'envol ce matin-là, un maître observait le directeur de faisceau travailler selon son rythme calme et méthodique. Verrouillage, maintien, éclaboussure. Verrouillage, maintien, éclaboussure. 47 autres drones arrivaient encore et aucune cellule de missile n'avait été touchée. Le directeur de faisceau a continué à fonctionner. Drone après drone disparaissait de l'écran radar à bord du destroyer USS Mason, à 2000 du porte-avions. L'affichage tactique dans le centre d'information de combat du Mason, une salle sans fenêtre sous les ponts où les marins combattent le navire à travers des écrans, montrait contact après contact disparaître tout simplement. Aucune signature d'explosion, aucune trajectoire d'interception, rien qui corresponde à une arme que l'équipage avait déjà vu utiliser. Et c'était exactement le point. Pour comprendre pourquoi l'AUKUS compte autant, il faut comprendre le problème qui empêche la United States Navy de dormir tranquille depuis plusieurs années. Chaque arme conventionnelle dans l'arsenal de la Navy coûte plus cher à tirer que la menace qu'elle détruit. Le drone iranien Shahed 136, le même drone qui remplissait le ciel ce matin-là, coûte à l'Iran environ 35 000 $ à construire. Il est lent, il est bruyant. Sa cellule est faite de fibres de verre. À bien des égards, il ressemble davantage à une tondeuse à gazon avec des explosifs attachés dessus qu'à une arme militaire sophistiquée. Mais l'Iran en construit environ 1000 par mois. Ces drones n'ont pas besoin d'être sophistiqués. Ils doivent être nombreux. Le missile intercepteur que la Navy américaine tire normalement pour détruire l'un de ces drones coûte environ 1,5 million de $ par tir. Relisez cela. 35 000 $ du côté iranien, 1,5 million de $ du côté américain. Chaque fois que la détente est pressée, les États-Unis dépensent 43 fois plus que leur adversaire. L'Iran n'a pas besoin de gagner un seul engagement. Il lui suffit de continuer à lancer des drones jusqu'à ce que le magasin américain soit vide et que les navires soient forcés de quitter le combat. Une stratégie qui est une stratégie comptable. Et elle fonctionnait. C'est précisément le piège économique que Locust a été conçu pour briser. Le système Locust tire un faisceau d'énergie laser concentrée. Le faisceau est entièrement alimenté par l'électricité. Le coût de l'électricité nécessaire pour un engagement complet, détruisant entièrement un drone, s'élève à environ 1 $. Le drone qu'il détruit coûte 35 000 $. Cela signifie qu'à chaque pression sur la détente, les États-Unis gagnent l'échange financier par une marge de 35 000 contre 1. 2 drones abattus ce matin-là dans le golfe d'Oman. Munitions totales dépensées, environ 2 $, soit à peu près le prix de 2 cafés pour l'équipe de pont. Mais l'économie à elle seule n'explique pas tout ce qui rend ce système important sur le plan opérationnel. Il existe une vulnérabilité critique intégrée à chaque destroyer de la Navy américaine, une vulnérabilité que les planificateurs militaires iraniens avaient soigneusement étudiée. Le système de lancement vertical Mark 41 est la principale batterie de missiles à bord des destroyers comme le Mason. Il ne peut pas être rechargé en mer, ni par mer calme, ni par mer agitée, ni dans aucune condition qui existe dans le monde réel. La Navy tente de développer une capacité de rechargement en mer depuis plus de 20 ans. Et au printemps 2026, cette capacité n'existe toujours pas. Lorsqu'un destroyer épuise ses cellules de missiles, il n'a exactement qu'une option. Il quitte entièrement la zone de combat et navigue vers l'un des seuls ports certifiés, Norfolk, Yokosuka, Rota ou San Diego, où il peut être rechargé à quai sur plusieurs jours. Pendant ce temps, le porte-avions qu'il protégeait perd l'une de ses plus importantes plateformes de défense aérienne. Toute la stratégie iranienne d'essaim de drones était construite autour de ce seul fait. Envoyer assez de drones, forcer assez de tirs, d'intercepteurs, vider le magasin, regarder le destroyer, s'éloigner, puis envoyer la vraie attaque. Le compteur de lancement du Mason ce matin-là n'avait pas bougé une seule fois. 6 drones abattus, 32 encore entrants, et les cellules de missiles étaient complètement intactes. Dans un centre d'opération sur la côte iranienne près de Bandar Abbas, un colonel militaire supérieur regardait son affichage tactique se rafraîchir toutes les quelques secondes. Son nombre de drones baissait régulièrement, mais il n'y avait aucune signature de lancement de missiles venant du groupe aéronaval américain.
Aucune émission de radar antiaérien, aucun motif de fusée éclairante, aucun nuage de paillettes. Ces drones disparaissaient simplement et il n'avait absolument aucun modèle pour expliquer ce qui se passait. Les éclaboussures continuaient, l'une après l'autre, silencieuses, méthodiques, invisibles à chaque capteur dont disposait le colonel iranien. Son nombre de drones descendait comme une horloge qui compte à rebours, 38, 37, 36. Et il ne pouvait expliquer aucun chiffre sur cet écran. Mais ce qui se passait dans le golfe d'Oman ce matin-là était bien plus grand qu'un engagement entre un porte-avions et un essaim de drones. Ce qui se passait était un changement fondamental dans la façon dont la guerre moderne fonctionne. Et les conséquences de ce changement dépassent largement la mer. Les conséquences stratégiques, réécrire les règles de la puissance navale. Pendant des décennies, la United States Navy a bâti sa domination autour de systèmes d'armes coûteux et sophistiqués. Missiles, intercepteurs, munitions guidées par radar coûtant des millions de dollars par tir. Cette domination était réelle. Mais elle comportait une faiblesse cachée que des adversaires plus petits et plus pauvres avaient tranquillement identifiée et commencé à exploiter. La faiblesse était simple. L'Amérique pouvait gagner chaque bataille et quand même manquer d'argent plus vite que ses ennemis ne manquaient d'armes bon marché. L'Iran l'avait clairement compris. Le conflit avec les Houthis en mer Rouge avait déjà démontré cette stratégie dans des détails douloureux. Les destroyers américains brûlaient leur stock d'intercepteurs à un rythme alarmant, arrêtant des vagues de drones et de missiles peu coûteux selon un ratio de coûts qui favorisait les attaquants à chaque fois. Les analystes de la défense qui observaient ces engagements soulevaient ouvertement des questions sur la viabilité à long terme. Locust change complètement ce calcul. Lorsque le coût de la défense chute d'1,5 million de dollars par tir à $1 par tir, toute la base économique de la stratégie d'essaim de drones s'effondre, l'avantage mathématique de l'Iran disparaît, la machine à sous, comme l'a décrite un analyste de la défense, cesse de payer. Envoyer 1000 drones ne saigne plus le trésor américain, cela se voit à peine sur la facture d'électricité, c'est pas un petit ajustement, c'est une révolution stratégique. Les conséquences régionales, la position de l'Iran dans le Golfe. Pour l'Iran, les implications de ce qui s'est produit ce matin-là sont profondément inconfortables. L'Iran a passé des années et investi d'importantes ressources pour développer son programme de drones jusqu'à en faire ce que les planificateurs militaires considèrent comme l'un des outils de guerre asymétrique les plus rentables au monde. La famille de drones Shahed a été utilisée dans plusieurs zones de conflit, fournie à des forces alliées par procuration à travers le Moyen-Orient et exportée vers d'autres nations à la recherche d'une capacité militaire abordable. La proposition de valeur centrale de ce programme vient de subir un sérieux choc. Si un seul conteneur maritime boulonné au pont d'un porte-avions peut neutraliser silencieusement tout un essaim de Shahed pour le coût de quelques dollars d'électricité, alors le calcul stratégique entourant la guerre de drones dans le golfe Persique change du jour au lendemain. Les planificateurs militaires iraniens font maintenant face à une arme qu'ils ne peuvent pas brouiller, ne peuvent pas détourner et ne peuvent pas submerger par le seul nombre, du moins pas avec la technologie qu'ils déploient actuellement. Le colonel qui observait son écran ce matin-là prenait déjà des notes. Sa prochaine attaque devrait être différente. Des drones plus rapides, des trajectoires de vol plus imprévisibles, des vecteurs d'approche différents. La course aux armements entre l'offensive et la défensive venait d'entrer dans un nouveau chapitre. Les conséquences technologiques. Une nouvelle sorte de course aux armements. Locust a aussi révélé autre chose ce matin-là, quelque chose dont les conséquences vont bien au-delà de l'Iran. Les États-Unis ont démontré que les armes à énergie dirigée ne sont plus des projets expérimentaux de laboratoire, ni des concepts futuristes lointains. Elles sont opérationnelles, elles peuvent être déployées en quelques semaines, elles ne nécessitent ni cale sèche, ni contrat de chantier naval, ni calendrier d'acquisition étalé sur des années. Elles peuvent être boulonnées à un pont avec les mêmes chaînes utilisées pour sécuriser des avions de chasse. Cela change la façon dont chaque puissance navale sur Terre doit maintenant penser sa propre flotte. La Russie
La Chine et d'autres nations qui ont observé cet engagement comprennent clairement que leur propre programme de drones, bâti sur la même logique économique que celui de l'Iran, font maintenant face à un environnement défensif fondamentalement différent. Les investissements qu'elles ont faits dans des systèmes d'attaque à sens unique, bon marché et produits en masse, devront peu être complètement réévalués. Et les alliés de l'Amérique observent avec autant d'attention que ses adversaires. Les nations qui exploitent des plateformes navales plus anciennes sans réacteurs nucléaires, la source d'énergie critique qui permet à l'AUKUS de tirer indéfiniment, font maintenant face à une question discrète, mais urgente. Leurs navires peuvent-ils produire assez d'électricité pour faire fonctionner des systèmes à énergie dirigés à des niveaux de puissance de combat significatifs? Pour la plupart des flottes conventionnelles, la réponse n'est pas encourageante. Les conséquences humaines, les marins dont personne ne parle. Il y a une autre couche à cette histoire qui apparaît rarement dans les briefings de défense. Les marins à bord du Mason et du Bush, ce matin-là, regardaient un engagement de combat réel se dérouler sur leurs écrans. 48 drones, de vrais ogives, de vraies charges explosives. Chacun de ces contacts représentait une menace réelle pour leur vie et pour celle de toutes les personnes à bord de ces navires. Dans des engagements précédents, ces marins auraient regardé les lancements de missiles, suivi les solutions d'interception et géré un compte de munitions qui diminuait à chaque minute. Le poids psychologique de voir son magasin défensif rétrécir pendant que le nombre de menaces reste élevé est quelque chose que les vétérans de ces déploiements décrivent en termes très précis. Ce matin-là, le magasin n'a jamais bougé. Pour l'équipage de ces navires, ce n'est pas un avantage stratégique abstrait. C'est la différence entre rentrer au port et ne jamais rentrer. La question sans réponse. Et pourtant, avec toutes ces conséquences clairement exposées, une question demeurait complètement non résolue alors que les derniers drones tombaient dans le golfe d'Oman. Le colonel près de Bandar Abbas avait vu tout son essaim neutralisé par quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier, ne pouvait pas mesurer et ne pouvait contrer avec rien de ce qui se trouvait actuellement dans son arsenal. Alors il a donné un nouvel ordre. 2 nouveaux contacts sont apparus sur le radar du Mason. Plus rapide, plus bas, rasant les vagues à 15 pieds. Ce n'étaient pas des Shahed 136. C'était tout autre chose. Et le conteneur sur le pont d'envol, aussi brillant qu'il ait été, avait une limite que personne n'avait encore discutée publiquement. L'engagement n'était pas terminé. 2 nouveaux contacts fonçaient à travers le golfe d'Oman à hauteur de vague, à seulement 15 pieds au-dessus de l'eau. Ils avançaient à Mach 0,4, rapide, bas, et verrouillés sur la coque du porte-avions grâce à un autodirecteur électro-optique placé dans le nez. Une caméra intégrée au missile lui-même, conçue pour reconnaître la silhouette d'un navire de guerre de la même façon qu'un téléphone intelligent reconnaît un visage humain. C'était des Shahed 238. Une menace complètement différente. Même famille de cellules que l'essaim de drone lent, mais avec un micro-turboréacteur installé à la place du moteur de tondeuse à gazon. 3 fois la vitesse, radicalement plus difficile à suivre, et l'AUKUS, aussi impressionnant qu'il était toute la matinée, ne pouvait pas maintenir son faisceau sur une cible se déplaçant aussi vite à travers sa géométrie d'engagement. Le conteneur avait atteint sa limite, mais la United States Navy, comme il s'est avéré, avait déjà réfléchi à ce problème aussi. Une tourelle scellée sur la superstructure du Mason a pivoté silencieusement vers les contacts entrants. Aucun sabord ne s'est ouvert, aucun missile n'a été lancé. Seulement une pulsation rapide et faible pendant que la tourelle suivait le Shahed 238 de tête dans sa fenêtre d'engagement. En quelques secondes, l'autodirecteur du missile a complètement perdu le verrouillage. Son pilote automatique a continué de suivre le dernier cap enregistré, droit vers l'océan vide, 3000 nautiques au-delà de la formation. Ce système s'appelle Odin, l'Optical Dazzling Interdictor Navy. Il est opérationnel à bord des destroyers de la Navy américaine depuis 2020. Il ne détruit pas les menaces entrantes, il les aveugle. Il inonde l'autodirecteur optique d'énergie laser, concentré jusqu'à ce que la caméra et le capteur infrarouge soient complètement saturés, parfois endommagés de façon permanente. Un missile aveuglé ne peut pas trouver sa cible. Un missile aveuglé devient un morceau d'acier inoffensif volant vers l'eau vide.
2 missiles de croisière, 0 intercepteur tiré, un autre dollar d'électricité dépensé. Le colonel près de Bandar Abbas a regardé les 2 contacts disparaître de son affichage, l'un après l'autre. Il avait bâti tout son plan autour de la percée de ces 2 missiles. Il avait supposé que les Américains brûleraient au moins 10 intercepteurs pour essayer de les arrêter. Il avait calculé qu'au moins un atteindrait le porte-avions. Aucun des 2 n'y est parvenu et il ne comprenait toujours pas ce qu'ils avaient arrêté. Maintenant, les questions qu'il faut poser, c'est le moment où chaque spectateur informé devrait s'arrêter et réfléchir, parce que l'histoire ne se termine pas dans le golfe d'Oman. La première question est celle-ci. Si Locust peut être installé à bord d'un porte-avions en moins de temps qu'une rénovation de cuisine, combien d'autres navires de la flotte américaine sont-ils en train d'être équipés discrètement en ce moment, sans annonce publique, sans communiqué de presse, sans audience du Congrès faisant les manchettes ? La deuxième question est tout aussi importante. Locust fonctionne brillamment contre les drones lents en fibre de verre, Odin fonctionne brillamment contre les missiles de croisière guidés optiquement, mais les adversaires s'adaptent. Les ingénieurs iraniens étudient déjà ces engagements. La Russie et la Chine observent chaque développement avec une attention intense. Le Shahed 238 était lui-même une adaptation, une version plus rapide d'une famille de drones que les défenses américaines avaient déjà appris à gérer. Qu'est-ce qui vient après le 238 ? Que se passe-t-il lorsque la prochaine adaptation arrive plus vite que la technologie défensive ne peut suivre ? La troisième question est celle qui touche directement chaque contribuable. Le budget de défense des États-Unis se chiffre en centaines de milliards de dollars par année. Une partie importante de ces dépenses va aux missiles intercepteurs qui coûtent 1,5 million de dollars chacun. Si les armes à énergie dirigée peuvent réellement remplacer un pourcentage significatif de ces tirs à $1 par engagement au lieu d'1,5 million de dollars, qu'est-ce que cela signifie pour la façon dont les dollars de défense devraient être répartis à l'avenir ? Et qui, à Washington, pose cette question assez fort ? Que vient-il ensuite ? Les analystes de la défense qui suivent de près le développement des armes à énergie dirigée pointent vers plusieurs développements à surveiller dans les mois et les années à venir. Le système Locust, testé à bord du Bush, fonctionne à 20 à 35 kW. C'est suffisant pour vaincre des drones lents, légers et fabriqués en fibre de verre. Mais la prochaine génération de systèmes à énergie dirigés actuellement en développement vise des niveaux de puissance de 100 kW, 150 kW et éventuellement au-delà de 300 kW. À ces niveaux de puissance, l'enveloppe d'engagement s'élargit considérablement. Des cibles plus rapides deviennent gérables, des portées plus longues deviennent atteignables, et l'écart entre ce qu'un laser peut vaincre et ce qui menace actuellement les navires de guerre américains commence à se refermer de façon significative. Le réacteur nucléaire à bord du Bush, les mêmes réacteurs qui entraînent ces arbres d'hélice et alimentent ces catapultes à vapeur, génèrent des centaines de mégawatts de puissance électrique. Faire fonctionner Locust en continu à pleine puissance de combat exige environ 100 kW de puissance d'entrée lorsque les systèmes de refroidissement et de contrôle du faisceau sont inclus. Pour les réacteurs du Bush, cette demande est essentiellement invisible tant que les barres de combustible restent chaudes. L'arme continue de tirer pendant des mois, des années, indéfiniment. C'est l'objectif final vers lequel la Navy travaille depuis une décennie. Un navire de guerre qui ne manque jamais de munitions. Un magasin défensif mesuré non pas en nombre de missiles, mais en cycle de combustible nucléaire durant des années. Un système de combat qui rend définitivement obsolète la logique économique de la guerre par essaim de drones. Le colonel près de Bandar Abbas est rentré à Téhéran ce soir-là avec un carnet rempli d'observations et aucune réponse qui le satisfaisait. Sa prochaine attaque devrait être fondamentalement différente. Les mathématiques sur lesquelles il s'était appuyé ne fonctionnaient plus. Le piège qu'il avait soigneusement construit autour du compteur de munitions américain avait été complètement contourné par un conteneur maritime et un câble d'alimentation. Et quelque part sur le pont d'envol de l'USS George H.W. Bush, un maître, a enjambé ce même câble d'alimentation tiède, le seul signe visible que quelque chose d'inhabituel s'était produit, puis a continué vers la prochaine tâche sur sa liste. Une dernière pensée, les armes les plus importantes de l'histoire se sont rarement annoncées bruyamment
Elles sont arrivées discrètement, pratiquement boulonnées à un pont avec des chaînes standards, branchées à un panneau électrique existant, enjambées par des membres d'équipage qui avaient appris à les ignorer entièrement. Puis un matin, lorsque le radar s'est illuminé et que les contacts sont arrivés, elles ont tout changé. L'équilibre militaire mondial ne bascule pas toujours avec une déclaration ou une cérémonie. Parfois, il bascule avec une éclaboussure, puis une autre éclaboussure, puis 46 de plus, pendant que le compteur de munitions ne bouge jamais et qu'un colonel dans un centre d'opération côtier fixe un écran qu'il ne comprend plus. Voilà où en est l'histoire, aujourd'hui. La question pour chaque nation qui observe, pour chaque planificateur de défense qui prend des notes, et pour chaque citoyen informé qui porte attention, est simplement celle-ci. Qu'est-ce qui vient ensuite ?